Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Anthony Turat, je suis secrétaire permanent à la CSC Police. J'espère que votre congrès se passe dans les meilleures conditions que ce soit. Donc vous êtes aujourd'hui au niveau de la session sur l'impact de la digitalisation. Aujourd'hui nous accueillons deux invités, à savoir Sylvana Bossio, qui est secrétaire nationale au niveau fédéral, région et communauté, ainsi que Serge Depré, qui lui est secrétaire régional Mons Hainaut Tournai La Louvière. Donc le débat de ce jour concernera, comme je l'ai dit tantôt, l'impact de la digitalisation. C'est l'occasion justement de la part de Sylvana et de Serge de nous faire part de leurs avis, de ce qu'eux vivent, de ce qu'eux ressentent. Et donc je vais tout de suite leur céder la parole pour qu'ils puissent nous amener des informations. Vous pourrez également nous poser différentes questions qu'on leur soumettra au fur et à mesure de la session. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, la digitalisation, on en parle déjà depuis hier, donc, dans le congrès, mais on a commencé à en parler bien avant. Certainement dans la phase préparatoire du congrès, on a organisé des enquêtes, on s'est basé sur une étude universitaire, on a organisé des focus group et également des tables rondes et des groupes, des réunions pour examiner tous les indicateurs qui seront, comme on vous l'a déjà expliqué, comme vous le savez, qui seront le point de départ d'un plan de travail qui va être construit au sein de notre centrale avec toutes nos militantes et nos militants. Et au travers de toutes ces discussions et également au travers des discussions que l'on a eues avec les panélistes d'hier notamment, je retiens quelque chose de particulier concernant l'investissement nécessaire pour que la digitalisation se passe au mieux. Donc hier, nous avons eu l'exemple de la commune de Leuven et de la Louvière où les deux responsables, les deux bourgmestres sont très positifs quant à cette digitalisation et ont vraiment pris conscience qu'il fallait y mettre des moyens. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout et donc ce serait peut-être le point d'attention particulier que j'aimerais développer avec vous. Maintenant, vous êtes évidemment libre de poser d'autres questions qui s'en écartent. Merci Sylvana. Donc Serge, de ton côté ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le thème du congrès est intéressant puisque la crise sanitaire nous a quand même fait traverser pas mal d'épreuves et a impacté de manière forte les pouvoirs locaux, notamment à travers l'implémentation du télétravail. Je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse aborder cette problématique-là à travers l'angle de l'autorité, l'angle des télétravailleurs et enfin l'angle syndical parce qu'effectivement la thématique du télétravail est une thématique compliquée et qui dépend de chaque individu, puisque nous la traversons de manière différente. Voilà, donc Sylvana, est-ce que tu souhaites rajouter éventuellement oui, peut-être en attendant qu'il y ait les premières questions qui arrivent. Donc, moi, de par l'expérience que j'ai au niveau du fédéral, au fédéral, le New Way of Working, la digitalisation, le télétravail a été introduit il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, au début, ça s'est fait par des projets pilotes. Donc, c'est le SPF Sécurité sociale qui a commencé. Il était pilote en la matière et il devait être l'exemple d'une implémentation au sein des autres administrations fédérales. A suivi très vite après le SPF Mobilité et ces deux administrations-là sont régulièrement prises comme des bons exemples de l'implémentation du télétravail, de la digitalisation, du New Way of Working, où effectivement il y a des réunions qui ne se passent plus forcément en présentiel entre les collègues se contactent en visioconférence, ils travaillent sur des espaces partagés tels que SharePoint, etc. etc. Et ce que l'on oublie de dire, c'est que à ce moment-là, quand ça a été mis en place, quand ces projets pilotes ont été mis en place, il y avait des budgets. Il y a des budgets qui ont été dégagés pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et effectivement, de manière générale, on peut dire que c'est un succès. Alors,
ce que moi je constate, c'est que, évidemment, l'idée fait ses petits, comme d'habitude, et l'implémentation qui se passe dans d'autres administrations ne se fait pas avec les mêmes budgets, avec le même financement. Et donc, on en arrive régulièrement à des situations où l'implémentation du télétravail, de la digitalisation n'est pas optimale et se fait au détriment de toute une série de conditions de travail qui sont moins avantageuses. Voilà. Moi, j'aimerais bien, si c'est possible, également répondre à des questions, susciter des questions. Moi, je peux parler comme ça jusqu'à demain, si vous voulez. On va peut-être repasser la parole à Serge, parce que justement, toi, tu évoquais l'impact de la digitalisation et la manière dont elle était mise en œuvre au niveau de certains SPF. Donc, je vais dire, c'est une vue au niveau de l'administration, plutôt l'administration fédérale ici dans ce que tu as évoqué, et peut-être se tourner vers Serge pour savoir un peu lui, au niveau de cette digitalisation, comment elle est mise en œuvre au sein des pouvoirs locaux, peut-être à une échelle autre et différente justement que celle du niveau que tu évoquais, oui. Sylvana. N'hésitez pas, je le rappelle aussi, si vous avez des questions, des remarques ou des sujets que vous souhaitez évoquer, indiquez-les dans le chat, comme ça on pourra poursuivre le débat, car on souhaite que ce soit le plus interactif possible. Désolé Serge. Avec plaisir, Anthony. Donc nous, au niveau des pouvoirs locaux, effectivement, comme dans beaucoup de domaines, on a accumulé quand même pas mal de retard, notamment par rapport au télétravail. Depuis de nombreuses années, la CSC a tenté de modéliser le télétravail pour permettre aux travailleurs de concilier mieux leur vie privée et leur vie professionnelle. Mais pour des raisons budgétaires et malheureusement aussi de confiance, il a fallu attendre cette crise sanitaire pour que les autorités locales puissent effectivement implémenter de force, il faut le dire, le télétravail. Et donc, ça a été assez compliqué parce que je pense que cette crise nous a tous surpris et que donc il a fallu très rapidement, dès le mois de mars 2020, trouver des solutions pour faire en sorte que la fonction publique puisse continuer à poursuivre ses activités parce que le citoyen était en demande d'une série de services et il est dans notre rôle effectivement de pouvoir répondre aux besoins du citoyen. Et donc, il y a plusieurs phases qui se sont déroulées. La première phase, c'est celle du mois de mars, où effectivement, il y a eu, me semble-t-il, un petit peu de perte de contrôle, puisque les autorités locales n'avaient pas les moyens budgétaires de pouvoir fournir aux membres du personnel des moyens informatiques. Il faut savoir que dans les communes, bien souvent, elles sont désargentées, puisqu'elles doivent faire face à de plus en plus d'obligations, avec de moins en moins d'agents, de moins en moins de moyens. Et cette crise sanitaire a permis de mettre en lumière qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander plus avec moins. Ça devient compliqué. Et donc, cette première crise a sensibilisé l'autorité à effectivement investir dans le télétravail. Et puis, il y a eu un second volet, et je pense que c'est important de le dire, où ici, dans une première phase, les télétravailleurs étaient heureux, d'abord pour se protéger eux-mêmes de la crise. Je pense que c'était une crise que nous avons tous subie de plein fouet sans y être préparés. Et donc, dans un second temps, je dirais vers septembre, il y a eu plus d'inquiétude parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait une rupture des liens sociaux et ils avaient réellement besoin de se retrouver entre eux et de recréer une dynamique positive. Malheureusement, comme vous le savez, troisième vague. Et là, de nouveau, rebondissement du personnel des pouvoirs locaux se sont dit, finalement, le télétravail, il n'y a pas que des mauvais pans, il y a aussi des bons pans. Il y a des choses qu'on doit effectivement pouvoir améliorer, on doit pouvoir sensibiliser et surtout, et c'est ça que j'avais envie de faire passer comme message, notre rôle de partenaire social ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a subi cette crise, on a dû suivre le mouvement, mais on ne connaît pas encore les conséquences du télétravail. Et je pense que ces conséquences aujourd'hui sont inquiétantes tant pour le personnel que pour nous, partenaires sociaux, parce qu'on ne peut pas évaluer les risques psychosociaux que va engendrer le télétravail. Notre rôle aujourd'hui, je pense, sera de préparer demain. Comment on va faire en sorte qu'on puisse remettre les gens ensemble. Après 1 an et demi de crise, il me semble qu'un des grands défis qu'on devra soulever, c'est de recréer ces dynamiques positives, recréer des liens sociaux, rassurer les gens, tout en ne perdant pas ce que nous avons acquis aujourd'hui, à savoir ce télétravail-là. Merci Serge pour cette explication. Donc si on entend bien qu'au niveau
fédéral, il y avait une certaine avance qui avait été prise dans certaines administrations, Oui, alors, pas partout. voilà, oui, Voilà. oui, oui, oui. On entend qu'au niveau local, ils ont plutôt été poussés par la crise pour réagir. Oui, moi j'aimerais quand même préciser qu'effectivement, on a quand même constaté que l'implémentation du télétravail obligatoire qui nous s'est tombée dessus l'année dernière au mois de mars s'est fait de manière un peu variable, à géométrie variable d'une administration à l'autre. On a constaté que dans les administrations où il y avait déjà une bonne maturité de l'utilisation du télétravail, les choses se sont faites en douceur, sans trop de problèmes. Par contre, il y a quand même d'autres administrations où le télétravail n'était pas implémenté de la même manière, ou était réservé à juste une minorité des membres du personnel. Et là, il y a eu également des difficultés parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans des services publics, que le service aux citoyens ne pouvait pas s'arrêter comme ça a été le cas dans certaines entreprises du secteur privé où l'activité de l'entreprise s'est arrêtée. Les services publics n'ont pas pu s'arrêter, donc ils ont dû continuer. Il a fallu être imaginatif, etc. Et il y a des endroits, effectivement, des administrations où, comme je le disais, la maturité du télétravail, de la digitalisation était plus faible, où ça s'est très mal passé. On l'a constaté aussi. Alors, il y a tellement de choses à dire. Le côté psychosocial, le côté humain, les conséquences mentales de cette digitalisation qui, aujourd'hui, je pense, est à outrance, parce que du télétravail 5 jours sur 5, ce n'est pas possible pour toutes les fonctions, pour tous les types de métiers. Comme le disait Serge, on va certainement constater des conséquences très négatives. On devra y faire face, on devra y donner une réponse au niveau syndical, parce que c'est ce qu'attendent aussi nos membres. Ils attendent une assistance de notre part en la matière, et on fera en sorte de la leur donner, c'est certain. Alors ici, oui, je me permets... je t'en prie. Merci, excuse-moi. Donc nous avons la première question qui vient d'arriver, à savoir une question de Geneviève. Donc bonjour Geneviève. La question qui est posée, c'est de savoir si la réglementation sur le télétravail, la nouvelle réglementation qui pourrait être envisagée, prévue, va-t-elle obliger l'employeur à donner le matériel nécessaire aux membres du personnel pour exécuter ces tâches dans les meilleures conditions possibles. Donc Sylvana et puis peut-être Serge. Alors, l'employeur doit fournir le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler, que ce soit à la maison ou que ce soit dans un bureau qui lui appartient. Donc ça, c'est déjà une obligation qui est là aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que de par le caractère exceptionnel de la crise et le caractère exceptionnel de cette obligation de télétravail liée à la crise sanitaire, c'est une obligation qui... par les tribunaux, est évaluée avec beaucoup de flexibilité et beaucoup de largesse. Mais toujours est-il qu'après la crise Corona, donc quand il s'agira d'implémenter le télétravail de manière structurelle après Corona, cette obligation sera bien sûr là évidente. Ouais. Serge, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Je vais peut-être compléter, parce que sur les pouvoirs locaux, malheureusement, il n'y avait pas de disposition légale, hormis le règlement de travail, que pour pouvoir implémenter le télétravail. Et donc, les communes, les pouvoirs locaux se sont basés uniquement sur les arrêtés ministériels qui ont été publiés. Ce qui force aujourd'hui les communes à modifier leur règlement de travail pour implémenter le règlement de travail tant occasionnel que structurel. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans divers endroits à devoir négocier le télétravail pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse déjà avoir une base légale qui, aujourd'hui, je le rappelle, n'existera plus. Deuxième chose, je pense que c'est important de dire aussi, c'est le matériel. Alors, je l'ai dit, les communes sont désargentées, elles n'ont pas investi dans du matériel ICT, et donc elles ont reçu 10 millions d'euros de la part du gouvernement wallon, et encore une fois, les communes ont utilisé ces montants, soit pour des principes de digitalisation pour aider les concitoyens à pouvoir introduire des demandes de manière informatique, soit dans l'achat de matériel informatique pour leur personnel. Malheureusement, on constate encore une fois, c'est l'autonomie des pouvoirs locaux, que certains ont donné les moyens à l'achat du matériel, et on voit des télétravailleurs qui ont du matériel donné par les communes ou les CPS, et on a d'autres qui effectivement doivent utiliser
encore une fois, leur propre matériel, ce qui, en tout cas, pour ma part, me semble inacceptable, parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une phase, je dirais, de régularisation, où il faudra avoir, je crois, des bases légales, mais aussi du matériel mis à disposition. Par rapport aux ouvriers, je ne sais pas comment vous voyez les choses. En fait, la problématique, c'est qu'effectivement, notre intervenant a raison, les ouvriers n'ont pas pu bénéficier du télétravail, bien malheureusement. Ceci étant dit, ils n'ont quand même pas été mis de côté, puisque les mesures Covid, au niveau de la CSC, ont été suivies de près. Et donc, il y a eu, par exemple, dans les pouvoirs locaux, des horaires décalés. Donc, c'est-à-dire que pour éviter que des travailleurs se trouvent de manière trop nombreuse à un endroit, on a décalé les horaires, on a multiplié les lieux sociaux, c'est-à-dire les réfectoires, les douches, pour éviter effectivement qu'il y ait encore une fois un risque accru de contamination. Et donc on s'est trouvé quand même avec une certaine inégalité, surtout la seconde partie de la crise, où là effectivement nous avions d'une part des télétravailleurs qui se sentaient plus en sécurité parce qu'effectivement ils étaient chez eux à domicile, et d'autres, et principalement des ouvriers qui ont dû rester sur le lieu de travail, mais à chaque fois et dans chaque lieu de travail, la CSC a toujours veillé pour que les mesures Covid soient respectées. Parfois, c'était évident que les autorités respectaient ces mesures Covid. Parfois, malheureusement, la CSC a dû déposer des plaintes auprès du SPF Emploi contre le bien-être au travail pour faire en sorte que la réglementation puisse être respectée. Mais c'est vrai que, donc, comme Serge vient de le dire, et c'est une remarque qui est fournie par Michel, effectivement, au niveau du télétravail, il est disponible pas nécessairement pour tout le monde, ça dépend de certaines fonctions et autres. Par exemple, Sylvana, de ton côté, est-ce que le télétravail est quelque chose qui peut s'opérer facilement et de manière large ou, Non, il y a des fonctions qui ne sont pas télétravaillables, et ça, je crois qu'on doit être honnête avec tout le monde et de dire dès le départ, il ne faut pas faire croire à... allez, peut-être, on va prendre des exemples qu'on connaît, on peut pas faire croire à des contrôleurs qui doivent aller sur des chantiers, qui pourront faire ça au travers d'un écran ou avec un robot qui irait à leur place, à leur place sur les chantiers. Idem pour les policiers, par exemple. Mais on a aussi les ouvriers communaux, mais aussi les ouvriers dans les écoles également, ou alors encore les agents de surveillance pénitentiaire. Donc il y a toute une série de fonctions dans les services publics qui ne pourront jamais être télétravaillables. Et on doit avoir l'honnêteté de le dire. Après, on peut peut-être réfléchir à comment profiter de la digitalisation pour faciliter les conditions de travail. Ça, je pense que ce serait un débat intéressant à avoir effectivement avec nos membres, avec nos délégués, pour ne pas les laisser sur le carreau. Ils ne doivent pas être oubliés dans le monde de la transformation digitale. Ces personnes, pour moi, ne doivent pas non plus être oubliées. Ces fonctions-là ne doivent pas être oubliées. Il faudrait effectivement... je crois que ce serait intéressant de tenir des débats, mais dans les 4 ans que l'on va avoir, jusqu'à notre prochain congrès, ce serait vraiment intéressant de pouvoir y réfléchir aussi. Alors, on a également Chantal qui intervient et qui fait remarquer que c'est vrai que dans le cadre de la digitalisation, on met quand même pas mal de programmes, d'outils à disposition du personnel, mais parfois ces outils, ces programmes ne sont pas toujours faciles d'accès ou ne répondent pas aux besoins des membres du personnel, ce qui rend encore peut-être un peu plus difficile le travail à opérer. Donc là, ici, je vais céder un peu la parole à Serge pour les pouvoirs locaux, pour voir un peu comment ça fonctionne au niveau des communes. Et puis, je reviendrai aussi vers toi, Sylvana, bien entendu, pour voir un peu, est-ce que les outils qui sont mis à disposition, on a l'outil ordinateur, mais on a aussi le programme qui fait fonctionner cet ordinateur. Est-ce que c'est facilement accessible? Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce qu'on forme les gens? Est-ce qu'on les aide? J'ai envie de dire que, tout comme la thématique du télétravail, il faut la nuancer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dépend du lieu de travail. Il y a des bourgmestres, des présidents de CPS ou à la province, par exemple, où effectivement, les choses ont évolué de manière différente, à des degrés différents, à des vitesses différentes. Certains, aujourd'hui, en sont encore nulle part. D'autres sont bien avancés. Mais effectivement, comme je l'ai dit, il y a plusieurs moments importants dans cette crise. Et en fonction des moments, il y a eu des investissements qui ont été lancés parce que
les autorités publiques, ne connaissant pas la durée de la crise, se sont dit on ne va pas mettre en dispense de services continuellement nos travailleurs, on va leur donner des outils pour permettre de continuer leur travail. Et donc, j'ai envie de dire sa géométrie variable, mais j'ai aussi envie de dire que cette crise a quand même permis de dire que, je suis d'accord avec Sylvana, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, mais ça a aussi permis de montrer aussi que certains métiers qu'on pensait qui n'étaient pas télétravaillables peuvent l'être. Je vais donner quelques exemples pour permettre aux congressistes de comprendre. C'est qu'effectivement, un exemple criant, c'est un pompier. Un pompier, on pourrait se dire, il est en intervention, il ne peut pas télétravailler. Sauf que certains pompiers font de la cartographie. Faire de la cartographie, on peut la faire bien évidemment à son domicile. Un autre exemple, dans le pôle ouvrier, moi je ne suis pas d'accord de dire que tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Vous prenez par exemple la programmation des horaires, elle peut se faire très bien à domicile. C'est la raison pour laquelle moi je plaide depuis bien longtemps qu'il y ait effectivement du télétravail structurel, pour ceux effectivement où on dresse une liste de métiers télétravaillables, où là c'est non discutable, et puis il y a des métiers où on peut attribuer le télétravail de manière occasionnelle, et là ça peut être tant profitable pour le personnel que pour l'employeur. Et des exemples, on peut en avoir à l'appel. Vous prenez du mauvais temps, au lieu que l'agent reste chez lui coincé par le mauvais temps, effectivement, il pourrait télétravailler, ce qui permet à l'administration d'assurer la continuité des services publics et à l'agent de ne pas perdre une journée de travail. Donc je pense que c'est important d'insister que cette crise nous a permis d'ouvrir les yeux aussi sur l'augmentation du panel des métiers télétravaillables. Sylvana, de ton côté, comment sont utilisés les outils qui sont mis à disposition? Est-ce que les programmes correspondent aux attentes des travailleurs? Est-ce qu'on rencontre des soucis ou est-ce que ça se passe relativement bien? Non, ça se passe. Les expériences sont généralement négatives parce que les outils sont utilisés à des fins parfois statistiques, à des fins de rentabilité, et pas forcément à des fins fonctionnelles ou pour améliorer la fonctionnalité du travail qui est exercé. Moi, j'aimerais déborder de cette question-là pour, de manière générale, aborder la question de la digitalisation très large sur toutes les fonctions, avec le constat suivant, c'est que j'ai l'impression que l'on devient otage de certaines personnes qui ont des connaissances techniques dans cette numérisation, cette digitalisation, et qui, parfois, nous imposent, le mot est fort, que je vais utiliser est fort, un diktat qui est loin, parfois très loin, parfois moins loin, de nos besoins premiers. Donc, on est dans un monde où finalement tout dépend des services informatiques, des responsables informatiques, des services ICT que l'on a chacun dans nos organisations. Je vais vous donner un exemple concret que vous avez déjà rencontré avec nous. On est obligé de travailler pour nos réunions avec vous via des outils informatiques pour des réunions à distance, via Teams. Vous savez, pour ceux qui sont au fédéral et dans des comités bilingues, vous savez très bien qu'on a besoin d'une traduction pour se réunir entre nous parce que tout le monde n'est pas bilingue, on n'exige pas de tous nos militants d'être bilingues. Eh bien, il aura fallu attendre plus d'1 an pour avoir l'autorisation du service informatique de la CSC pour utiliser Teams, qui est un outil qui nous permet d'avoir cette traduction simultanée. Donc, je comprends les considérations, les préoccupations de sécurité informatique qu'il y a derrière, etc. Mais finalement, moi, je me retrouve personnellement dans l'exercice d'un métier où je suis restreinte, dans une certaine mesure, par un diktat informatique. Je sais que le mot est fort, mais c'est aussi pour vous faire réagir que je l'utilise. Ok, merci Sylvana. Mais vous savez que je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Tu as raison, et c'est tout à ton honneur. Mais c'est vrai que ici, la plupart des questions que vous posez tournent principalement autour du télétravail. C'est vrai que le télétravail, surtout dans le cadre de la crise que nous traversons actuellement, est quelque chose de fort prenant, quelque chose par lequel nous sommes fortement impactés et concernés.
Maintenant, la digitalisation me semble être un peu plus large que le télétravail, comme tu le soulignais. Serge, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu verrais d'autre comme impact par rapport à la digitalisation? J'ai envie de dire qu'au niveau des pouvoirs locaux, et j'entends ce que dit Sylvana, mais la préoccupation première, ça reste le télétravail. Le reste de la digitalisation, je dirais, c'est plutôt le politique qui veut mettre à disposition de ses concitoyens des services. Et donc, moi, je lis aussi dans les échanges, et Sylvana a raison, beaucoup de questions tournent autour du télétravail, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'inquiétude première des travailleurs, parce que, comme je l'ai dit, dans les pouvoirs locaux, il n'y a pas de base légale, et si on ne met pas dans le règlement de travail des dispositions relatives au télétravail, quand l'arrêté ministériel arrêtera de produire ses effets, de facto, le télétravail devra s'arrêter. Donc, je comprends l'importance que nos militants mettent au niveau du télétravail. Maintenant, évidemment, si on donne des moyens aux concitoyens pour accéder à l'outil informatique, de facto, ça va avoir un impact sur les agents de la fonction publique, puisqu'on va réorganiser leur travail, on va assister à une modernisation du travail des télétravailleurs. Et donc, je pense que c'est important d'abord, en tout cas pour moi, c'est qu'on puisse solutionner la première problématique, parce que, comme je l'ai déjà dit, elle risque d'être porteuse de problèmes. Donc il y a des gens qui vont très bien se retrouver dans le télétravail parce qu'ils ont la capacité de travailler de manière isolée. Et puis il y en a d'autres qui seront totalement incapables parce qu'ils vont estimer qu'ils ont besoin de liens sociaux. Et les deux ont raison. Et donc syndicalement, on devra jongler entre ces deux problématiques pour faire en sorte que d'un côté, on doit permettre au niveau de la CSC de permettre de garder ces liens sociaux qui sont primordiaux, et d'un autre côté, se dire que la fonction publique doit elle aussi avancer, elle aussi se moderniser. Et moi, je suis assez positif par rapport à ce qui est en train de se passer dans les pouvoirs locaux, parce que je ne suis pas certain que s'il n'y avait pas eu cette crise, on ne serait pas encore dans 10 ans à parler de télétravail. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il faudra réévaluer les risques psychosociaux, voir si effectivement le personnel a les outils informatiques nécessaires. Et j'aimerais quand même dire une chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail est intéressant pour les deux parties. Et au niveau de l'indemnité télétravail dans les pouvoirs locaux, elle est, je trouve, indécente. 20 €, ça me paraît indécent. Pourquoi? Parce que le télétravailleur doit faire face à des frais qui sont bien au-delà. Il doit investir dans des chaises ergonomiques, par exemple. Il doit payer sa connexion Internet. Il doit organiser toute une logistique. Et l'employeur, lui, il gagne, puisqu'il ne doit pas investir dans une série, le chauffage, l'électricité, le gaz. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre ce qu'on propose aux télétravailleurs et ce que les autorités donnent comme avantage. Parce que 20 €, je ne suis pas certain que si chacune et chacun derrière son écran fait le bilan de ce qu'il a payé depuis presque 1 an et demi de crise, je pense qu'on dépasse largement le budget qu'il aurait alloué. Mais étant donné que le débat tourne beaucoup autour du télétravail et que c'est toutes les questions que nous recevons à ce sujet-là, moi je voudrais vous demander dans vos domaines respectifs, sur les plateformes dans lesquelles vous êtes, est-ce que l'on a pu cadrer ou définir ce qu'est un poste entre guillemets télétravaillable? Et si oui, comment a-t-on procédé? Parce que c'est une question que Gaëtan se pose. Je pense aussi que pas mal d'équipes syndicales peuvent se poser la question, comment on définit un domaine qui est télétravaillable, excusez-moi si le mot n'est pas français, ou pas? Est-ce que vous avez fait ce genre d'exercice sur les plateformes auxquelles vous participez tous les deux, Sylvana? Mais comme ça, je disais, c'est un exercice, en tout cas dans les plateformes où je suis, qui devra être fait. Parce que jusqu'à présent, on a été dans la gestion de crise du télétravail obligatoire Corona. Après, une fois que la crise sera passée, on devra effectivement passer dans les discussions du télétravail que moi j'appelle structurel, que l'on appelle structurel post-corona. Et donc on n'est pas encore là, on n'en est pas encore là. Et je ne sais pas où ça en est au niveau des communes. Mais nous, une circulaire a été discutée au comité essai, mais malheureusement, dans les pouvoirs locaux, il s'agit souvent d'une circulaire et que donc ça renvoie la patate chaude aux partenaires sociaux ainsi qu'aux autorités locales. Et donc, ce qui a été décidé, c'est qu'on devait travailler ensemble sur une liste des métiers télétravaillables.
Alors encore une fois, j'essaie de voir le verre à moitié plein, c'est que cette crise nous a permis de démontrer quels sont les métiers télétravaillables et puis quels sont les métiers qu'on pourrait rendre télétravaillables de manière occasionnelle. Et donc on a dressé des listes. Et donc j'ai envie de dire, ça peut aussi aider les gens à ne pas s'auto-exclure du télétravail. Et ce qui est important, c'est que le télétravail doit se faire sur base volontaire. Ça, c'est important parce que, comme je l'ai dit, chacune et chacun peut avoir vécu le télétravail de manière différente. Et donc, je pense que c'est important de garder dans notre esprit qu'un agent n'est pas un autre. Et que du côté de la table, de l'autre côté de la table, il y a aussi une autorité qui a vécu à sa manière le télétravail. Et puis, sur le banc syndical, il y a aussi des divergences par rapport au télétravail. Parce que parmi les collègues de la CSC, j'entends aussi certains qui se disent moi, je suis bien content d'être en télétravail. Et puis, d'un autre côté, certains se disent je suis aussi content de reprendre des contacts avec mes collègues pour reconstruire une dynamique relationnelle. Donc, je pense que c'est important aussi, dans ces matières-là, il n'y a pas de réponse unique, puisqu'il y a une multitude de comportements et d'agents différents, tout comme une multitude de réponses par rapport au télétravail. Alors, une autre question qui revient assez régulièrement, donc ici c'est la question qui est posée par Michel, donc c'est qu'en est-il de la fiscalité pour le télétravailleur qui utilise d'une part son logement et son énergie personnelle pour télétravailler. Donc tantôt on a entendu qu'il y avait une indemnité pour les télétravailleurs dans certains domaines d'une vingtaine d'euros par mois, si j'ai bien compris. Dans les pouvoirs locaux. Dans les pouvoirs locaux. Et... alors, dans les autres administrations, c'est à géométrie variable. Voilà. Alors, ça tourne... maintenant, pour le télétravail, il y a plusieurs types d'indemnités possibles. Il y a d'abord une indemnité qui est possible pour couvrir une partie des frais de connexion et de téléphonie. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'indemnité de bureau qui, elle, doit couvrir les frais engendrés par le télétravail, des frais qui sont aujourd'hui supportés par le télétravailleur alors qu'ils incombent à l'employeur. Par exemple, les coûts d'énergie. Donc il y a l'eau, le gaz, l'électricité, il y a le chauffage, mais d'autres coûts auxquels on ne pense pas spontanément, par exemple, allez, ça va peut-être vous faire rire, mais voilà, quand on doit aller tous les jours aux toilettes à la maison au lieu d'aller sur son lieu de travail, on consomme plus de papier toilette, forcément. Il y a plus de consommation d'eau dû à la chasse d'eau des WC, que l'on utilise plus. Mais il y a aussi, à la maison, on boit son propre café, que d'habitude on boit soit gratuitement ou à un prix modéré que l'on boit sur son lieu de travail, etc. Donc ça couvre ces frais-là. Et l'indemnité de bureau peut couvrir également des frais pour les petites fournitures de bureau, la graffeuse, les stylos, si jamais l'employeur ne les a pas fournis. Donc, et il y a le matériel proprement dit. Donc, le PC, une éventuelle imprimante, le clavier, la souris, sans fil, oui, la chaise ergonomique. Et donc, selon les employeurs, certains vont mettre totalement à disposition le matériel, d'autres ne vont en mettre à disposition qu'une partie, certains vont octroyer un forfait de 200-300 € pour l'achat personnel d'un tel matériel, etc. Donc, ça va varier d'une administration à l'autre. Et au niveau de la fiscalité, évidemment, aujourd'hui, il y a des personnes qui, en matière fiscale, soit introduisent leurs frais propres ou font appel au forfait. Et donc, on ne sait pas donner une réponse comme ça générale. Ce sont des cas individuels particuliers auxquels on pourra répondre, mais on ne sait pas donner de réponse générale en matière de fiscalité parce que l'impact va dépendre de la situation familiale. Vous le savez très bien qu'il y a toute une série d'autres paramètres que l'on ne maîtrise pas qui vont impacter le coût réel fiscal de tous ces avantages. Maintenant, dans ce que vous évoquiez, de toute manière, après cette sortie de crise, si j'ai bien compris, il y aura de nouvelles discussions qui vont s'opérer sur la mise en œuvre du télétravail structurel, c'est le mot que tu utilisais tantôt. Et donc, je suppose que ces sujets-là
seront plus que probablement réabordés ou abordés de nouveau, et toujours dans l'intérêt des travailleurs, des membres du personnel. Bien sûr, évidemment. Ben non, c'est important. C'est important de le redire, de le rappeler, d'accord. Anthony, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a d'une part la problématique de l'IPP, mais il y a aussi l'avantage toute nature. Et ça, j'invite les congressistes à être attentifs à cela, parce que c'est notamment le paiement de l'ONSS. Et donc on parle toujours de fiscalité, mais il y a aussi l'ONSS, et vous devez savoir que pour qu'il y ait des dispenses au niveau de l'ONSS, il faut qu'il y ait un certain nombre de jours télétravaillables, sans quoi il y a un risque de... Pareil, on ne peut pas donner du matériel informatique comme ça aux travailleurs sans qu'il y ait un cadre, sans quoi le télétravailleur pourrait se voir imposer un avantage toute nature. Et donc, j'entends souvent qu'on parle de fiscalité. J'attire votre attention, et ça me paraît vraiment essentiel, que vous ayez aussi être attentif à l'avantage toute nature, sans quoi on vous donnerait d'une chose de la main gauche et on la retirerait de la main droite. Et ça, je trouve que ce serait effectivement du vol par rapport à ce qui est demandé aux télétravailleurs. Voilà, donc je pense qu'il faut nuancer. Il y a l'IPP, mais il y a aussi les avantages toute nature. Mais on comprend totalement que le télétravail est quand même une grosse inquiétude, façon de parler, une grosse préoccupation, merci, une grosse préoccupation par rapport à tout un chacun. Et donc, l'une des dernières questions sur laquelle on passera, c'est la question de Pierre qui s'inquiète justement du fait que si on impose le télétravail, on réduise à certains endroits les surfaces de travail, et donc on impose à un moment donné aux membres du personnel de télétravailler. Et donc là, on n'est plus dans une notion de choix, comme tu l'évoquais tantôt Serge, mais aussi dans une inquiétude par rapport aux surfaces disponibles pour permettre, entre guillemets, à chacun d'avoir son petit bureau, son espace de travail. Comment ça évolue de votre côté, Sylvana? Mais ça a déjà été évoqué, et on va le redire parce que c'est vrai que c'est important de le repréciser. Le télétravail ne doit jamais, jamais, au grand jamais, être obligatoire. Voilà, donc... Parce que, effectivement, comme on l'a souligné, il y a des personnes qui vont très bien s'accommoder de rester travailler à la maison sans des contacts sociaux directs avec les collègues pendant plusieurs jours par semaine. Et il y en a d'autres pour qui ce ne sera pas pensable ou envisageable. Donc, il faudra toujours laisser le choix. Le télétravail ne pourra jamais, au grand jamais, devenir obligatoire, comme ça l'est aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est une exception. On est dans une situation de crise, une situation vraiment exceptionnelle qui ne pourra pas perdurer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, évidemment, il y a beaucoup, malheureusement, d'administrations qui vont surfer sur cette vague, finalement, de digitalisation, implémentation du télétravail de manière plus large et structurelle, pour faire des économies. Mais voilà, on n'est pas non plus né de la dernière pluie, et on pourra vous accompagner dans cette implémentation peut-être sauvage, en tout cas vous aider pour que ce soit bénéfique, le plus bénéfique possible pour tout le monde. Ok, bien, merci Sylvana, merci Serge. On va terminer cette présentation. J'espère que vous avez passé donc un bon moment en notre compagnie. Nous avons essayé de répondre, enfin nos interlocuteurs ont essayé de répondre à vos questions. Que dire de plus? Peut-être le mot de la fin? Non, peut-être dire que si jamais vous aviez encore des questions à poser, vous pouvez toujours les envoyer. Je pense que le chat reste ouvert, ou en tout cas vous pourrez les envoyer par mail. Non, le chat ne va pas rester ouvert, excusez-moi. Mais vous pourrez toujours nous les envoyer par mail, et on y répondra après certainement. S'il y avait encore d'autres questions à venir. Donc voilà, je suis convaincu que cette préoccupation sera abordée dans les différents comités au sein de la CSC, abordée et réabordée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne suite de congrès, une bonne fin de journée. Et merci Sylvana, merci beaucoup. Et merci Serge aussi. Voilà. Plaisir. À très bientôt.